come home. Bonjour chers visiteurs et bienvenue dans cette vidéo qui vous propose un petit voyage dans l'intimité d'un des personnages les plus tristement célèbres de l'histoire, j'ai nommé Adolf Hitler. Oui, c'est moi. Non, pas Adolf Hitler ou Nona, l'homme politique namibien, Adolf Hitler, l'Autrichien, le peintre, là, évitons les confusions. Oui, c'est bien moi. Aujourd'hui, nous allons voir un peu ce que le Führer faisait lorsqu'il était en villégiature au Berghof, son chalet dans les Alpes bavaroises. Je peux d'emblée vous dire que vous serez sans doute surpris de l'étonnante routine de l'homme à la mèche la plus célèbre du XXe siècle. Que faisait-il? Était-ce un aventurier qui se promenait en culotte de peau dans une nature alpine indomptée? Ou un homme à la routine déprimante qui avait un talent indéniable pour mettre mal à l'aise tout le monde? Il est sérieux, lui? S'endormait-il devant ses invités en mangeant des gâteaux aux pommes et en monologuant? Oh Seigneur, je me rends compte que cette question est trop précise pour qu'on y réponde non. Mais allez, partons sans délai pour passer une après-midi avec Hitler. Eh bien, avant de commencer, je rappelle que, évidemment, cette vidéo n'a pas pour but d'occulter les horreurs nazies en faisant passer Adolf Hitler pour un gentil tonton qui adorait les pâtisseries, les randonnées en forêt et les chiens. Nous allons juste nous focaliser sur le dictateur, ses activités, son entourage, sa demeure et sa personnalité lorsqu'il était chez lui au Berghof. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il prend tranquillement une tasse de son thé préféré, il ne se passe rien d'atroce en son nom dans le monde, au contraire. C'est juste que, dans le cadre précis de notre visite, certains sujets sont hors de propos. Autre avertissement, au cours de cette vidéo, je serai amené à citer certains propos d'Adolf Hitler. Il va de soi que ces citations sont purement illustratives et n'ont pas pour but de servir un quelconque propos politique. J'ajoute que les sources utilisées pour la rédaction de cette vidéo sont en description, n'hésitez pas à les consulter. Je compte sur vous pour garder l'espace commentaire aussi calme qu'une paisible vallée des montagnes du Tyrol. Ah oui, et avant qu'on ne commence, je me permets de vous rappeler que cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 consacrée au quotidien de Hitler dans son chalet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de voir ou revoir la première de la série dans laquelle on passe une matinée tranquille et un déjeuner assez laborieux chez le chancelier. Le visionnage n'est pas indispensable mais très vivement conseillé car je ne ferai point de rabâchage. Bref, allons-y. Squalala! Nous sommes partis! Nous sommes au Berghof, en plein milieu d'après-midi et le déjeuner tardif de Hitler et de sa bonne quinzaine de convives vient à peine de se terminer. Que va-t-on faire du reste de l'après-midi? Vous pensez que Hitler va s'absenter pour des réunions et des sessions de travail? Eh bien, non, absolument pas. Surprise, motherfucker. Après le déjeuner, le Führer a un rituel immuable. Il va se promener. N'imaginez pas une grande promenade hasardeuse dans les sentiers montagneux qu'on trouve autour de sa résidence. Non, ça le Führer le faisait quand il était jeune, mais depuis le temps a passé. Et il se contente maintenant de faire quasiment tous les jours le même chemin. Il part du Berghof, son chalet, pour se rendre jusqu'à la Tea House, la maison de thé qui se trouve à une petite demi-heure de marche un peu plus bas. Toutes les femmes qui ont assisté au déjeuner sont d'emblée invitées à participer à la promenade du Führer. Les hommes ne sont pas formellement conviés. C'est Hitler qui choisit qui l'accompagne. Participer à la promenade du Führer est perçu comme un véritable honneur. Il faut dire que c'est l'occasion idéale pour être au plus proche de lui et éventuellement s'attirer ses faveurs, si on ne les a pas déjà. Et devinez quoi? Nous sommes invités. Alors allons-y. Pendant sa promenade, Hitler a l'habitude d'accaparer un invité en particulier pour faire le chemin. Souvent, c'est quelqu'un dont c'est la première visite. Le reste des convives le suit dans ce qui s'apparente à une sorte d'étrange procession dans la forêt. Le sentier, même s'il a été bétonné, est assez étroit et on ne peut y marcher qu'en rang. Je vous rassure, l'ambiance est relativement détendue grâce aux chiens. Oui, les chiens. Il y a Blondie, le fameux berger allemand d'Hitler, parfait pour les photos de propagande, mais pas que. Hitler a, semble-t-il, d'autres chiennes qu'il adore, mais avec qui il n'apparaît jamais publiquement, pour ne pas troubler son image d'amateur de gros clébards. Il y a aussi Négus et Stasi, les 2 Scottish Terriers d'Eva Braun, la maîtresse du Führer. On raconte qu'ironiquement, tout le monde obéit à Hitler, sauf les chiens. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? C'est une cigarette que je vois dans votre main. Oui, une petite promenade digestive est le moment opportun pour s'en griller une, mais je vous déconseille vivement d'allumer votre clopio. Hitler déteste qu'on fume et fait la morale à tout le monde en matière de tabac et de la nocivité de celui-ci sur la santé, chose pour laquelle on ne saurait lui jeter la pierre. Chaque cigarette, 7 minutes de ta vie jetée à la poubelle, ya Abdallah. Si vous voulez éviter un sermon aussi long que barbant, évitez de fumer quoi que ce soit en la présence du Führer. Ah non, je ne plaisante pas. Il aurait même dit à sa chère Eva que c'était soit lui, soit la cigarette, mais pas les deux. Et elle a arrêté de
de fumer. Profitez plutôt du bon air alpin. Même si les alentours sont envahis de touristes qui rôdent dans l'espoir d'apercevoir le Führer, le domaine personnel de Hitler est bien protégé et ne s'y aventure que le maître des lieux et ses invités. Il est donc possible de profiter un peu du paysage. D'ailleurs, Hitler se montre assez peu bavard pendant les promenades. Il se contente souvent d'observer la nature silencieusement. La balade vers la Tea House se fait rarement sans un petit passage par un belvédère qui donne sur les montagnes. Hitler aime beaucoup s'arrêter là pour profiter du panorama et le faire découvrir à ses invités. Un dignitaire nazi habitué du rituel nous rapporte: La compagnie s'extasiait devant le panorama en employant toujours les mêmes termes et Hitler approuvait en employant toujours les mêmes formules. Une fois cette étape incontournable sur le belvédère effectuée, on poursuit la descente de la montagne jusqu'à la maison de thé, une bâtisse à l'allure plutôt singulière si l'on en croit une des secrétaires de Hitler. La maison de thé était ronde, construite en pierre et avait l'air laide de l'extérieur, un peu comme un silo ou une station électrique. Cependant, je vous rassure, on dit que l'intérieur de la bâtisse est nettement plus sympathique que l'extérieur. Je vous en prie, entrez. Oh, je vais laisser une habituée du lieu vous parler de ce qu'il y a dans les murs de la Tea House. Il y avait un vestiaire dans le porche, puis on entrait dans une pièce de marbre brillant avec une large cheminée. L'ameublement était profond, des fauteuils couverts de chintz autour d'une table ronde, de grandes et étroites fenêtres dans la façade sud de la maison de thé offraient une belle vue sur les montagnes. La cheminée était sur le côté nord. Au-dessus, un miroir au cadre d'or reflétait le lustre du plafond et les bougies en cire d'abeille dans les supports muraux. Comme pas mal de moments au Berghof, le thé est à la fois informel sous certains aspects et assez protocolaire sous d'autres. Disons que le rituel est quasiment toujours le même, comme le raconte un habitué de la pratique. Assis dans de confortables fauteuils, nous nous groupions autour de la table. Eva Braun et une des dames aux côtés de Hitler. Quand un des convives n'avait pas de place, il allait s'asseoir dans une petite pièce contiguë. Chacun pouvait avoir à son gré du thé, du café, du chocolat, avec différentes sortes de gâteaux, tartes et pâtisseries. Et pour finir, des alcools. Naturellement, Hitler prend du gâteau, aux pommes, son fruit préféré. Les tartes aux pommes, c'est ce que Hitler préfère. Toutefois, il ne se gaffe pas et fait très attention à sa ligne. C'est surtout pour une question d'image. Il ne veut pas passer pour un dirigeant feignant et grassouillet. Les invités, eux, ont le droit à des pâtisseries achetées dans le coin. Si on en croit une des secrétaires de Hitler, les pâtisseries ne sont pas terribles et souvent un peu rances. Quoi qu'il en soit, le thé est un moment de détente qui peut rapidement tourner au malaise. Hitler, lorsqu'il est au centre de l'attention, adore partir dans de longs monologues. Souvent antisémites, vous vous en doutez. Si les invités connaissent par cœur ces digressions embarrassantes qu'Hitler répète souvent, ceux qui les entendent pour la première fois se montrent impressionnés dans un premier temps, puis un peu mal à l'aise parce que c'est interminable. Ah, mais écoutez plutôt, on dirait que le Führer a une fulgurance entre deux bouchées de gâteau. La paix ne peut survenir que dans un ordre naturel. Un ordre qui consiste en ce que les nations s'organisent de telle sorte que les plus capables dominent. Par là, les subordonnés obtiennent plus que ce qu'ils auraient eu par leurs propres moyens. Cet ordre est détruit par la juiverie. Elle aide à la victoire de la sauvagerie, de l'ignominie et de la sottise. Il a fallu 14 siècles au christianisme pour atteindre le sommet de la monstruosité. Aussi n'avons-nous pas le droit de dire que le bolchevisme est d'ores et déjà par terre. Plus nous l'éradiquerons à fond, plus le danger sera écarté. Le juif est le catalyseur au contact duquel s'enflamment les matières inflammables. Un peuple sans juif revient spontanément à l'ordre naturel. En 1925, j'ai écrit dans Mein Kampf et également dans un autre texte non publié que la juiverie mondiale voyait dans le Japon le dernier adversaire qu'elle ne pouvait avaler. Chez les Japonais, l'instinct naturel racial est si fort que le juif sait qu'il ne peut le détruire de l'intérieur et que cela doit être fait par l'extérieur. J'arrête là cette citation déjà bien trop longue, mais sachez que je pourrais largement la poursuivre. Je n'avais pas besoin de savoir ça. Fort heureusement pour ses auditeurs, il arrive parfois que Hitler s'endorme en parlant. Non, ce n'est pas une plaisanterie, les témoignages concordent et la chose a l'air d'être assez commune. Quand le Führer s'assoupit dans son fauteuil, l'ambiance se détend un peu. On se met à parler à voix basse, mais attention, au moindre blanc dans la conversation, Hitler se réveille. Ce qui est paradoxal puisqu'il est le premier à dire qu'il lui faut un silence absolu pour trouver le sommeil. D'ailleurs, au Berghof, il y a une règle tacite. Silence absolu quand on est à l'étage, la partie réservée à Hitler. Une fois le thé terminé, souvent sur les coups de 18h, on rentre au Berghof. Les invités remontent la côte à pied, mais le Führer, lui, se fait conduire en voiture et seuls ses chiens ont le droit de l'accompagner. Que va-t-il faire? Oh, sans doute pas la même chose que nous. Après le réveil tardif, après la réunion post-petit déjeuner, après le déjeuner, en début d'après-midi, la promenade et le thé, il arrive au Führer de poursuivre un peu dans son lit les siestes amorcées entre les coussins des confortables fauteuils de la maison de thé. Après ça, il va se lancer dans une réunion ou une séance de travail qui s'éternisera jusqu'au dîner. À ce moment de la journée, tous les invités respirent enfin, car ils savent qu'ils ont quartier libre jusqu'au dîner. Allez, on a un
Chacun peut vaquer à ses occupations, mais quand il fait beau, comme aujourd'hui, tout le monde va s'amuser sur la fameuse terrasse de la maison. Venez, je vais vous montrer. La voilà. La terrasse du Berghof est un vaste espace de 130 mètres carrés qui est sans doute l'endroit le plus connu de la maison. D'ailleurs, je vous laisse apprécier la vue. Sur la droite, au fond de la vallée, c'est la ville autrichienne de Salzbourg, la ville de Mozart, et d'un de mes groupes préférés, Belphégor. Je vous laisse aussi admirer les sommets montagneux. Une histoire raconte que les 7 points culminants des montagnes alentours ne sont autres qu'un roi et sa famille transformés en pierre après avoir rudoyé injustement un paysan. L'eau qui coule de ces montagnes serait leur sang, et ce sang alimente le Königssee, un lac dont le nom signifie « lac du roi ». Mais il n'y a pas que ça comme légende. On raconte, à tort je précise, que l'Untersberg, la montagne juste en face de nous, serait un gigantesque tumulus qui abriterait la tombe de l'empereur Frédéric Barberousse. Une curiosité qui a dû inspirer Hitler quand on sait qu'il a en partie planifié l'invasion de l'URSS au Berghof et que le nom qu'il a choisi pour cette opération était Barbarossa, Barberousse en français. Sur la terrasse, les enfants des invités s'amusent, les adultes bavardent, on joue au ping-pong, on prend du bon temps. On fume aussi, car Hitler n'est pas là, alors on en profite. D'ailleurs, lorsque Hitler est en voyage et qu'Eva Braun est seule au Berghof avec ses proches, on fait même bronzette en petite tenue sur la terrasse. T'as vu comme elle est roulée, on se la taperait bien, hein. Il n'est pas rare que pendant ces moments de détente, la maîtresse de maison, Eva Braun, se promène avec sa caméra au point pour immortaliser toutes sortes de moments somme toute assez banals, mais qui se révèlent, avec le recul, très intéressants pour se faire une image de la vie au Berghof. Bref, l'ambiance est relativement détendue l'après-midi. Je dis bien relativement détendue, puisqu'officieusement, les relations entre les convives sont parfois houleuses, surtout entre les pontes du régime qui ne vont au Berghof que pour s'afficher avec le Führer et rester dans ses bonnes grâces. Je ne vais pas vous faire un schéma de qui s'entend bien avec qui, mais retenez qu'on se tolère à défaut de s'apprécier le plus souvent. La seule personne qui semble ne pas tenir compte des inimitiés, c'est Eva Braun, qui s'amuse quoi qu'il arrive. Je suis perdue et confuse. En été, elle organise même parfois des sorties baignades dans les lacs des alentours, ou des petites virées au ski en hiver. Hitler n'y va pas. Déjà, il ne se montre jamais en maillot de bain, et se baigne encore moins. Il craint qu'une photo de lui faite dans cette situation nuise à son image. Quant au ski, il n'y va pas non plus. Il estime que c'est un sport dangereux dans lequel on a vite fait de se blesser. Il s'abstient donc d'en faire. Ceci dit, l'ambiance parfois bizarre du Berghof n'empêche pas les histoires d'amour, que ce soit au sein du personnel ou entre les invités. En revanche, attention, Hitler n'aime pas trop le badinage, et c'est comme qui dirait une sorte de forceur. Tenez, quand il a appris que sa secrétaire et son valet flirtaient un peu, il est allé les voir l'un après l'autre pour leur mettre une petite pression en leur disant qu'il fallait quand même se marier, sinon ce n'était pas très sérieux. Heureusement que papy est là pour garder la tête froide. Je vous laisse imaginer l'embarras. Ceci dit, le mariage a finalement eu lieu. Mais il y a pire comme histoire. La sœur d'Eva Braun badinait un peu avec un des messieurs du Berghof. Alors, ce dernier fut envoyé sur le front de l'Est, et à la demande du Führer, la sœur dut lui trouver un remplaçant sérieux et l'épouser. Ce qu'elle fit. Notez que la fixette de Hitler sur le mariage est assez ironique quand on sait les circonstances dans lesquelles sa maîtresse depuis des années devint officiellement Madame Hitler. Enfin, le seul qui n'a pas trop d'ennui à ce propos, c'est l'impitoyable Martin Bormann, le secrétaire chouchou du Führer, qui a la réputation, en dépit du fait qu'il soit un homme marié, de faire des 5 à 7 plus ou moins discrets avec à peu près toutes les donzelles de la vallée. Vous remarquerez aussi qu'on n'est pas dérangé par le vis-à-vis sur la terrasse du Berghof. Oh, ce n'est ni un hasard ni le résultat d'une extrême gentillesse des voisins. Je vais laisser le valet de Hitler vous expliquer. En 1938, le Führer remarqua incidemment, en présence de Martin Bormann, qu'une ferme implantée non loin de son Berghof gâchait vraiment l'harmonie et la vue du paysage. Et rien d'autre, mais cela suffisait. En rentrant le lendemain d'un passage à Munich, Hitler n'en crut pas ses yeux. Des vaches rousses paissaient à présent là où la ferme se trouvait encore la veille. Bormann avait acheté l'exploitation, relogé les anciens propriétaires et fait démonter le bâtiment par des centaines d'ouvriers pour installer à la place une surface libre recouverte de plaques de gazon. Le Führer vint toutefois à penser que les précédents propriétaires n'avaient peut-être pas vendu leurs biens si volontiers et si volontairement, comme Martin Bormann avait pu le déclarer en réponse au Führer. Hitler ne se trompait pas, et Martin Bormann a supervisé plus d'une expropriation forcée dans les parages. Voilà, le calme n'est absolument pas le fruit du hasard. Bien au contraire, il a une saveur assez particulière. Pardon, vous dites ? Ah, ça sent l'essence et les gaz d'échappement sur la terrasse. Oui, vous avez raison. C'est une incommodité du chalet, parmi d'autres. Le parking est situé juste sous la terrasse, et les vapeurs d'essence remontent dès qu'une voiture se met en branle. Bon, de toute façon, je ne comptais pas vous faire rester là toute l'après-midi. Outre le farniente et les amourettes, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Non, je comptais plutôt profiter du temps libre que nous avons en attendant le dîner pour vous emmener dans un autre coin du domaine. Ça vous dit ? Eh bien parfait, allons-y.
Vous l'avez compris, le territoire alpin de Hitler est assez vaste. Il y a le chalet principal, le Berghof bien sûr, mais il y a d'autres bâtiments disséminés un peu partout. Vous connaissez déjà la Tea House, dans laquelle Hitler somnole en monologuant et en mangeant des gâteaux aux pommes, mais il n'y a pas que ça. Si on prend un peu d'altitude, on peut aller au fameux Nid d'Aigle qui domine toute la vallée. Oui, vous dites ? Ah non, le chalet de Hitler et le Nid d'Aigle sont deux bâtiments distincts. Le Nid d'Aigle est vraiment situé en haut de la montagne et sert plutôt pour les réceptions. Je vais vous le montrer. Il faut prendre la voiture. En route. Comme je vous le disais, nous nous rendons au Kehlsteinhaus, communément appelé le Nid d'Aigle, un nom qui n'existait pas du temps de Hitler. Ce bâtiment un peu particulier fut offert au Führer par son cher Martin Bormann, décidément dans tous les bons coups, à l'occasion de son 50e anniversaire. Sa construction coûta la bagatelle de l'équivalent de 150 millions d'euros actuels, soit 2,5 fois le prix auquel fut acheté le Berghof, le chalet principal en contrebas. En même temps, le Kehlsteinhaus est situé sur un éperon rocheux à plus de 1800 mètres d'altitude. Il a fallu construire une route de plusieurs kilomètres au travers des montagnes, rien que pour y accéder, acheminer les matériaux, etc. Sa construction fut un chantier titanesque et périlleux, au cours duquel les ouvriers se relayaient 24 heures sur 24, et où plusieurs laissèrent même la vie. Oh, la vallée était pourtant bien calme avant qu'Hitler ne s'y installe. Dans le coin, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Quelques fermes et un petit hôtel dans lequel un client un peu particulier, un homme qui s'appelait Dietrich Eckart, Didi pour les intimes, avait ses habitudes. Didi n'est pas n'importe qui, c'est un antisémite notoire, et un nazi de la première heure. Je ne rentre pas dans le détail, mais il était très proche de Hitler, et c'est lui qui l'a convaincu de venir se réfugier dans la vallée pour échapper à la police munichoise qui était un peu sur les dents et traquait les turbulents agitateurs du parti nazi, un parti assez jeune à l'époque. Hitler a fait son premier voyage ici, dans la vallée, de nuit en plein hiver et en compagnie d'un facteur qui connaissait les tenanciers de l'auberge. Je vais le laisser nous raconter lui-même sa première ascension. Je les à pied avec le postier. À présent, la montée dure et n'en finissait pas. Un chemin étroit dans la neige. Eh bien, dis-je, tu es fou, le chemin est encore long. Crois-tu que je sois un escaladeur d'Himalaya? Que je sois devenu un chamois? Dieu du ciel, n'aurais-tu pas pu trouver meilleur endroit? Si cela continue, je vais redescendre, passer la nuit en bas et revenir monter avec le jour. Lui me dit, nous y sommes presque. Et soudain, je vis une maison devant moi. Après avoir bien râlé, Hitler a finalement été émerveillé par le paysage le lendemain matin et il n'a pas arrêté de venir aussi souvent qu'il le pouvait pour faire de grandes randonnées dans le coin avec son ami Didi. Enfin, grandes randonnées, grandes promenades devrais-je plutôt dire, puisque pour un randonneur aguerri, les randonnées de Hitler ne sont qu'un échauffement. Il rédigera même le tome 2 de Mein Kampf dans une petite cabane non loin d'ici. Il a aussi profité de ses premiers séjours dans le coin pour dragouiller un peu les vendeuses d'une boutique de mode en ville. En même temps, qui pourrait résister au charme germanique des tétonnières bavaroises? Certainement pas moi. Bon, ça c'était pas écrit. Ah, nous voilà arrivés au Nid d'Aigle. Non, nous ne sommes pas directement devant le bâtiment, mais devant une entrée plutôt monumentale qui débouche sur un tunnel, et au bout du tunnel, il y a un ascenseur, et c'est cet ascenseur qui mène au Kehlsteinhaus. Venez. Bon, je vous l'accorde, la décoration est surprenante. Pourtant, cet ascenseur est une sacrée bestiole. En une quarantaine de secondes, il gravite un tunnel vertical de 120 mètres de hauteur taillé directement dans la roche de la montagne. Pour vous donner un ordre d'idée, 120 mètres c'est grosso modo la hauteur du 2e étage de la Tour Eiffel. Tenez, nous sommes déjà en haut. Comme je vous le disais, la Kehlsteinhaus est une sorte de maison d'apparat, plutôt destinée aux réceptions officielles. On y trouve tout ce qu'il faut pour ces occasions. Une salle de réception décorée d'une cheminée en marbre offerte par Mussolini, une salle à manger, des quartiers pour les domestiques, etc. Je vais laisser le valet de Hitler vous donner ses impressions sur cet endroit. Il n'y avait là de remarquable que la salle à manger et la grande salle ronde avec cheminée qui commandait une vue merveilleuse sur le magnifique paysage montagneux d'alentour. Bien entendu, la vue sur la vallée est encore plus impressionnante que celle qu'on a depuis le Berghof. Ceci dit, contrairement à ce que vous pensez peut-être, Hitler n'avait que très peu d'intérêt pour cet endroit. En 8 ans, il n'y est pas allé plus d'une vingtaine de fois, semble-t-il. Il trouvait la montée en ascenseur désagréable et l'air de haute altitude incommodant. Ceci dit, Eva Braun aimait beaucoup l'endroit. Bon, un peu comme au Berghof, il n'y a pas grand-chose à faire à la Kehlsteinhaus. D'autant plus que là, aucun événement particulier ne s'y passe. Autrement dit, l'endroit est désert. Vous avez l'heure ? À 19h30 ? Bon, il va falloir redescendre pour la partie la plus intense de la journée. Reprenons l'ascenseur. Oui, appuyez sur le bouton. Avant de retourner au Berghof, je me permets de vous rappeler que cette chaîne n'est pas monétisée, sauf réclamation d'ayant droit. Ne faites aucun placement et ne peut subsister que grâce à la générosité de ses spectateurs. Outre le fait de ne pas vous abrutir et vous faire perdre votre temps avec de la réclame d'Homme Sandwich, cette démarche me permet de ne pas me restreindre sur la créativité ou les sujets que je traite en dégradant mon travail pour le rendre conforme aux annonceurs. Si vous appréciez cette visite, je le confesse assez atypique et que vous me faites
confiance pour vous en proposer d'autres, passez donc sur le Tipeee pour déposer une petite obole dans le chapeau. Plus vous êtes réguliers et nombreux, plus vous me permettez de continuer de vous proposer un travail que, j'espère, de qualité. Voilà, c'est important, alors pensez-y, même 1 euro c'est déjà énorme. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez voir le reste de la chaîne pour changer d'avis. D'ailleurs, merci aux tipeurs sans qui cette petite virée alpine n'aurait pas pu avoir lieu, et merci à ceux qui franchiront le pas et permettront la réalisation de nouvelles visites. Bref, nous avons assez fureté sur les sommets. Redescendons un peu, ça va être l'heure du dîner. Enfin, l'heure du dîner, c'est un bien grand mot. L'horaire est très variable selon l'heure à laquelle le Führer termine ses séances de travail. Je ne vous cache pas qu'outre un repas assez pénible, une soirée aussi longue que laborieuse nous attend, car nous allons devoir la passer en compagnie de Hitler, et vous allez voir que ces loisirs sont assez monotones. Ceci dit, vous avez le temps de souffler un peu avant, puisque je réserve cette dernière étape de notre séjour pour une prochaine vidéo. Oui, je sais, c'est un peu cruel de vous laisser ainsi sur votre faim, mais que voulez-vous? Avant de partir, n'oubliez pas les formules d'usage sur YouTube, laissez un pouce et un commentaire si ça vous a plu, et partagez autant que possible la vidéo autour de vous, que ce soit de vive voix ou sur vos réseaux. En parlant de réseaux, si je vous manque d'ici la prochaine visite, je vous rappelle que je suis sur Instagram, et que vous pouvez aussi retrouver mon travail au format podcast sur les différentes plateformes du genre. J'ajoute aussi que vous pouvez commander mon roman Votre grâce est sur les dents chez votre libraire, ou directement sur le site de l'éditeur que je vous mets en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le serveur Discord. Les invitations sont en description. Allez, bis bald. Vous voulez nous foutre le camp? Vous voulez nous foutre le camp?